Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de la séquence de l'énergumène. Et oui, ça fait 2 ans, mais voilà, on est là. L'énergumène, c'est moi, et c'est ma séquence. Nous sommes en 2024 pour encore quelques heures. L'année 1999 a donc 25 ans. Et donc je ne pouvais pas ne pas réagir aux 25 ans de l'année 1999, puisque les gens qui m'ont un peu lu savent à quel point c'est une année qui compte pour moi. Je l'évoque dans 2 nouvelles de mon dernier livre, mon recueil Vie sublime et autres gourmandises, que vous pouvez toujours vous procurer à l'adresse au commencement était le verbe.fr, tout attaché sans accent au commencement était le verbe.fr, si vous voulez bien commencer l'année 2025. Voilà, c'était une pub très rapide, hein, c'est terminé. Mais enfin, tout ça pour dire que j'aborde la question de l'année 1999 dans 2 nouvelles. La première, c'est une nouvelle qui s'appelle Le bug de l'an 2000. Ah, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et qui évoque justement le passage d'un millénaire à l'autre, notamment à travers ce qui s'est passé aux États-Unis. On sait qu'il s'est passé quelques petites choses aux États-Unis en 1999, notamment la tuerie de Columbine, qui a quand même été un tournant, qui a été marquant d'une part les tueries de masse, et d'autre part les tueries de masse en milieu scolaire, et d'autre part Woodstock 1999, le festival de Woodstock 1999, qui sonnait vraiment qu'il y avait un petit goût de fin de siècle. Ceux qui ont vu la mini-série documentaire Netflix savent de quoi je parle. Et puis en 2000-2001 et les années qui ont suivi, dans les années 2000, il s'est passé 2-3 petits trucs aux États-Unis aussi. Évidemment, les attentats du 11 septembre, qui ont changé la face du monde, et puis la façon dont précisément le monde a été refaçonné ensuite par l'invasion de l'Irak par les Américains, le mensonge des armes de destruction massive, le fait que tout ça ait eu lieu sous les yeux du monde entier, puisque toutes les télés du monde ont retransmis le discours de Colin Powell. Et donc après tout ce qui s'en est suivi, les tortures à Guantanamo, à Abu Ghraib, etc. Donc voilà, j'aborde tout ça dans cette nouvelle-là. Et puis une deuxième nouvelle qui s'appelle Les 5 Courtney Love, et donc on va avoir l'occasion de revenir longuement sur la figure de Courtney Love au cours de cette vidéo, et qui aborde là l'année 1999 sous un prisme un peu plus culturel, notamment à travers la description détaillée d'un concert de Hall, le groupe de Courtney Love, Hall, qui a donné un concert en 1999, en janvier 1999, dans un festival qui s'appelle Big Day Out à Sydney en Australie, et qui est un concert que j'ai trouvé particulièrement efficace. Et puis l'année 1999 en cinéma, également l'année 1999 en cinéma, et compte beaucoup pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué à un moment donné, c'est qu'il y a eu énormément de chefs-d'œuvre qui aujourd'hui sont des films cultissimes en 1999. Alors on peut citer pêle-mêle Fight Club de David Fincher, dans lequel d'ailleurs, pour la petite anecdote, Courtney Love a failli jouer, figurez-vous. Ça a été révélé récemment, mais Courtney Love devait jouer en réalité le rôle de Marla Singer, qui finalement a été dévolue à Helena Bonham Carter, qui est excellente dans le rôle, c'est pas le problème, Helena Bonham Carter le fait très bien. Mais enfin, au départ, David Fincher avait pensé à Courtney Love qui sortait avec Edward Norton d'ailleurs à l'époque, qui joue le rôle principal du film, donc ça aurait été intéressant. Et il se trouve, alors c'est ce qu'a révélé Courtney, c'est une spéculation, mais a priori, voilà. Il se trouve qu'à l'époque, il était déjà question qu'il y ait un biopic sur Kurt Cobain. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était déjà Gus Van Sant qui bossait sur les prémices de ce qui allait devenir Last Days en 2005. Et donc Courtney était consultante sur ce projet, et le nom de Brad Pitt avait été évoqué pour jouer le rôle de Cobain, et Courtney s'y était opposée, considérant que Pitt d'un côté et Cobain de l'autre avaient deux visions de la vie qui ne s'accordaient pas, deux énergies qui ne s'accordaient pas, et donc elle ne voyait pas Brad jouer le rôle de Kurt Cobain. Et il semblerait que ce soit dans la foulée de
ce refus, donc, qu'elle ait appris que finalement elle n'avait pas le rôle de Marla Singer. Donc, est-ce que Brad Pitt aurait lui aussi joué comme une forme de revanche, comme ça, de son poids, du poids qu'il avait dans Fight Club pour empêcher Courtney de jouer dedans? Bon, écoutez, on le saura jamais avec certitude, en tout cas, c'est ce qui ressort. En 1999, il y a eu également American Beauty de Sam Mendes, le premier film de Sam Mendes, extraordinaire, American Beauty. Le projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, Man on the Moon de Milos Forman, avec cette fois-ci Courtney au casting. Courtney qui joue le rôle de la femme de Jim Carrey, la femme d'Andy Kaufman, Lynn Kaufman, dans un jeu d'ailleurs tout en finesse, tout en subtilité. La plupart des gens se focalisent sur le rôle que Courtney Love a tenu dans un autre film de Milos Forman qui s'appelle Larry Flint, et où effectivement le personnage est beaucoup plus haut en couleur, puis il y a des tas de parallèles qui sont faits avec sa vie, c'est une droguée, c'est une folle du cul, c'est une pornocrate, etc. Donc les gens avaient l'impression que c'était un peu le rôle de sa vie. C'est vrai qu'elle est très bonne là-dedans aussi, en Althea Flint, la femme de Larry Flint. Mais je trouve que dans Man on the Moon, elle a un jeu qui est beaucoup plus justement éloigné de l'image qu'on attendrait d'elle. Et donc en ceci, c'est intéressant de l'avoir joué dans ce film, parce que elle est toute en dévotion, elle est toute en tendresse pour son mari, elle est toute en compréhension. Donc comment dire, non seulement c'est intéressant de l'avoir comme ça, et surtout c'est intéressant de voir qu'elle peut tout aussi bien le jouer que le rôle de Althea Flint, ce qui prouve que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Courtney Love est une très bonne actrice. Donc, outre Man on the Moon, on a eu également... alors, il y a eu beaucoup de premiers films en 1999, mais on a eu également un dernier film, le dernier film de Stanley Kubrick, qui était Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick est mort en 1999, donc voilà 25 ans que Stanley Kubrick nous a quittés. Nous avons eu South Park, le film de Trey Parker et Matt Stone. Nous avons eu Matrix de Feu, les frères Wachowski, qui sont désormais les sœurs Wachowski. Nous avons eu Sleepy Hollow de Tim Burton avec au casting Christina Ricci, ce qui est intéressant à noter pour la suite de cette vidéo. Nous avons eu Sixième Sens de M. Night Shyamalan, qui l'a révélé au grand public avec la fameuse réplique de « Je vois des gens qui sont morts ». Nous avons eu Dans la peau de John Malkovich avec Spike Jonze. Nous avons eu Austin Powers 2, l'espion qui m'a tiré de Jay Roach. Nous avons eu Dogma de Kevin Smith, qui est un film, comment dire, une relecture grunge, on va dire, des éléments bibliques, avec Ben Affleck, également intéressant pour la suite de notre vidéo. Et nous avons eu American Pie de Paul et Chris Weitz, qui est un film culte avec Casey Affleck qui fait un tout petit rôle dedans, qui joue le rôle du frère de Kevin, qui l'appelle à un moment donné au téléphone pour lui demander des conseils sur comment gérer sa vie sexuelle, et qui lui révèle la cachette à la bibliothèque d'un espèce de grimoire secret qui va lui révéler toute la formule magique du parfait cunilingus. Nous avons eu Virgin Suicide, le premier film de Sofia Coppola, et entre de nombreux autres, là je cite vraiment ceux qui m'ont marqué moi, nous avons eu Ghost Dog, la voix du samouraï de Jim Jarmusch, que j'ai découvert assez récemment et que j'ai trouvé incroyable, quoi, avec Forest Whitaker dans le rôle principal. Et pareil, toute une relecture très très urbaine, là pour le coup, sur fond de hip-hop, sur fond de Wu-Tang Clan, etc., du samouraï et de la discipline que le samouraï s'impose à lui-même, de l'ascétisme que le samouraï s'impose à lui-même. Très très intéressant ce film, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, et puis tous les autres films que j'ai cités dans cette liste qui sont également incroyables. Mais il y a un autre film en 1999 dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un film qui est extrêmement peu connu, c'est rien de le dire, je crois que je n'ai encore croisé personne, pourtant Dieu sait si j'ai des cinéphiles dans mes amis, hein, mais personne à qui j'ai parlé de ce film qui l'avait déjà vu, et pourtant c'est un film qui a quand même à son casting Ben Affleck, on en parlait, Casey Affleck, Christina Ricci, Courtney Love, Paul Rudd, et Dave Chappelle, l'humoriste Dave Chappelle, qu'on avait vu dans un petit rôle dans Professeur Folding.
Donc, il me semble quand même que c'est un casting qui est relativement incroyable, entre d'ailleurs d'autres acteurs dont les noms m'échappent présentement. Il y a Elvis Costello qui fait une petite apparition, Elvis Costello qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, a joué à Woodstock 99, donc tout ça, les liens se font, les boucles se bouclent, voyez-vous. Et donc, c'est un film qui s'appelle 200 Cigarettes, 200 cigarettes, lié au fait que c'est un film dans lequel ça clope énormément. Quasiment tous les plans de ce film-là, on voit quelqu'un avec la clope au bec, ce qui nous rappelle d'ailleurs que 1999 était encore un lieu où on pouvait fumer à peu près partout, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui, la clope ayant été remplacée par la vapoteuse, mais 200 vapoteuses, ça vend moins du rêve. Donc c'est un petit film, mine de rien, qui est aussi un premier film, réalisé par une Canadienne, une Québécoise d'ailleurs, née en 1956, qui donc a 43 ans au moment du film, qui s'appelle Risa Bramon Garcia. Et jusqu'à présent, elle avait réalisé que des épisodes de séries, de trucs anecdotiques. Et en fait, c'est un de ses 2 seuls films. Elle n'a réalisé que 2 films. Le seul autre long métrage qu'elle a réalisé est un film qui s'appelle The Con Artist en 2010, que je n'ai pas vu et que je rattraperai très vite. J'ai appris l'existence de ce film en préparant cette vidéo. Et donc voilà, elle réalise ce film qui s'appelle 200 Cigarettes, qui est produit entre autres par la Paramount, par Lakeshore Entertainment, par Dogstar Films et par MTV Films, ce qui en fait un film extrêmement grunge lui aussi, tout comme le film de Kevin Smith, Dogma, qui est de toute façon, Kevin Smith, un réalisateur grunge par excellence, vu qu'il a fait Clerks, qui est 1994. Année très importante dans l'histoire du grunge également, mais je veux dire, là 200 Cigarettes, et ben, le film est produit par MTV, il se passe sur la côte Est, puisque l'action se passe à New York. C'est une comédie romantique, comme la plupart des films grunge en réalité, c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est le cas. Et ben, il y a des éléments, des acteurs importants de la scène grunge, qu'elle soit musicale ou cinématographique, au casting de ce film. Je parlais de Courtney Love, je parlais de Ben Affleck, qui a joué dans beaucoup de films de Kevin Smith. Tout ça en fait un film avec une esthétique très punk aussi, hein. Les lieux sont très punk, mais enfin bon, entrons plutôt dans le vif du sujet. Alors peut-être qu'on pourrait faire avant un dernier détour par les filmographies à cette époque-là de Christina Ricci, parce que je trouve ça intéressant. Alors donc je l'ai dit, en 1999 elle a joué dans Sleepy Hollow de Tim Burton. Et puis l'année d'avant, 1998, donc on peut supposer que ces tournages se sont un peu chevauchés et que du coup elle a joué tout ça quasiment en même temps, quoi. Elle avait joué quand même dans Las Vegas Parano de Terry Gilliam, dans Buffalo 66 de Vincent Gallo, qui est encore un film de plus qui est méconnu, à tort d'ailleurs pour moi, puisque c'est un excellent film. Et qui gagnerait à être un peu plus connu. Donc je vous invite à voir Buffalo 66 de Vincent Gallo, qui est également une comédie romantique et la première réalisation de Vincent Gallo, qui joue également le rôle principal avec Christina Ricci. Et elle a joué également dans Pecker de John Waters, qui est aussi peut-être le film le plus bienveillant, avec le plus de bons sentiments de la carrière de John Waters, avec un Edward Furlong tout en ingénuité, tout en naïveté. Pecker, très intéressant aussi, avec Edward Furlong et Christina Ricci. Et si on devait citer les films principaux de Courtney Love, il y aurait évidemment Sid et Nancy, dans lequel elle joue absolument pas un grand rôle, elle joue un second rôle dans ce film-là, alors qu'elle avait auditionné pour le rôle principal, le rôle de Nancy, et finalement elle l'a pas eu. Bon, elle était un peu plus... elle correspondait peut-être un peu moins physiquement au personnage à l'époque, dans la mesure où elle était un peu plus rondouillette. Mais enfin, peu importe, elle aurait été très bien dans le rôle, je pense. Film d'Alex Cox en 1986, que pas... Selon moi, pas terrible d'ailleurs, Sid et Nancy un peu surcoté, selon moi. Mais bon, je sais qu'il a son public et que c'est considéré comme un film culte. Elle a également une petite apparition Courtney dans le film Basquiat de Julian Schnabel en 1996, un film sur la vie de Jean-Michel Basquiat, avec un casting un peu incroyable aussi. Je crois qu'il y a Gary Oldman, et puis il y a tout simplement Andy Warhol est joué par David Bowie dans le film. Voilà, donc si vous voulez voir David Bowie jouer Andy Warhol, regardez Basquiat de Julian Schnabel, que
que pas si mal, c'est un bon petit film sympathique, et puis il y a Courtenay dedans, donc ça fait toujours plaisir. Alors je le disais, elle a joué dans 2 films de Milos Forman qui sont Larry Flint en 1996 et Man on the Moon en 1999. Elle a également joué dans Beat, B-E-A-T de Gary Walco en 2000, un film où elle joue le rôle de la femme de Burroughs. La femme de Burroughs qui a connu une fin tragique. Et c'est Kiefer Sutherland d'ailleurs qui joue le rôle de Burroughs, que pas forcément un choix hyper pertinent compte tenu du... Oh, encore que, je sais pas. Mais de toute façon, c'est assez drôle parce que je sais pas quel était le projet de départ de ce film. On a un peu l'impression que le type voulait faire un film sur Burroughs. Et finalement, quand il a vu à quel point Courtney Love crevait l'écran, il s'est dit qu'il allait faire un film sur sa femme parce que c'était beaucoup plus intéressant de filmer Courtney Love que de filmer Kiefer Sutherland dans le rôle de Burroughs. Et elle a joué également Courtney Love dans un film qui s'appelle Mauvais Piège, qui est une sorte de thriller, je crois, un film d'action. C'est le seul de la liste que j'ai pas vu. De Louise Mandoki en 2002, où elle tient un second rôle, hein. Elle n'a pas du tout le rôle principal est joué par Charlize Theron, mais enfin je crois qu'elle a un rôle important quand même, Courtney. En tout cas elle a une scène assez importante que j'ai vue, mais j'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous dire ce que vaut le film, mais bon, voilà, Mauvais Piège. En tout cas, 200 Cigarettes, c'est un film qu'on pourrait qualifier de film choral, dans la mesure où il présente toute une galerie de personnages. Oh, d'ailleurs, en parlant de film choral, il y a eu de Paul Thomas Anderson, Magnolia aussi en 1999, avec Tom Cruise entre autres et Philip Seymour Hoffman. Sympa aussi. Pas le meilleur film de 99, hein, c'est pour ça que j'avais même pas pensé à l'inclure dans la liste de départ. Mais enfin, un film plutôt de bonne facture, c'est du Paul Thomas Anderson. Du coup, oui, on suit également une galerie de personnages dans 200 Cigarettes. Alors, de quoi parle le film ? Nous sommes un 31 décembre. Le film est un film de Nouvel An. Et nous allons passer de l'année 1981 à l'année 1982. On va suivre tout un tas de personnages qui sont en couple ou qui cherchent à l'être ou qui cherchent à vivre des aventures extraordinaires. En tout cas, ce sont des personnages qui ont des petites vies un peu minables et qui comptent sur ce nouvel an pour sortir pour une fois de ces vies un peu minables et passer une soirée incroyable, quoi. Et finalement, ils sont tous dans la déprime, liée au fait que potentiellement ça n'arrivera pas et que potentiellement cette soirée va être une soirée merdique de plus dans leur existence merdique. Au fil du film, évidemment, des couples vont se faire, se défaire, puis se reformer différemment, de façon parfois étonnante, mais finalement assez logique, quand on regarde bien. Et donc, les personnages du film sont les suivants. Nous avons un dépressif joué par Paul Rudd qui est né un 31 décembre. Alors lui, tous les 31 décembre, c'est le pire jour de l'année pour lui parce que non seulement c'est Nouvel An, tout le monde fait la fête, etc. Mais en plus c'est son anniversaire. Et comme c'est un type qui multiplie les relations amoureuses dans lesquelles il s'investit émotionnellement, mais qui s'avèrent être des relations maudites. On le lui dit à un moment donné, doomed relationship, quoi, c'est des relations maudites. Donc avec des meufs à la con, etc. Mais lui, il s'engage à chaque fois là-dedans. Et donc chaque année, le 31 décembre, c'est la déprime, c'est son anniversaire, ça l'emmerde. Et donc voilà, c'est un type haut en couleur qui prend le taxi au début du film, avec son ami qui essaie de lui remonter le moral et qui est joué par Courtney Love, justement. Courtney Love en 1999, c'est-à-dire au sommet de sa beauté physique selon moi, et dans Man on the Moon. Mais dans Man on the Moon c'est compliqué parce qu'elle a un look encore un peu différent. Mais alors dans ce film-là, c'est incroyable. Dans ce film-là, c'est vraiment Courtney Love au sommet de sa beauté physique. Et contrairement à ce que les gens pensaient, ce que je disais tout à l'heure, Courtney Love qui collerait a priori, en tout cas de réputation, au personnage qu'elle joue dans Larry Flint, c'est-à-dire un personnage complètement destroy, une espèce de tornade permanente, etc. Je pense, mais c'est une théorie qui m'est toute personnelle, que Courtney Love, la vraie Courtney Love, est en réalité beaucoup plus proche du personnage qu'elle joue dans 200 Cigarettes que du personnage qu'elle joue dans Larry Flint. Je vous invite à voir Larry Flint et à voir 200 Cigarettes, qu'au passage on trouve intégralement sur YouTube.
que le film est, je crois, un peu compliqué à trouver. Je pense qu'il y a eu des éditions DVD, mais dans quelle mesure elles sont encore trouvables, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai vu la version qui traîne sur YouTube. Vous tapez 200 Cigarettes ou 200 Cigarettes Complete Movie et vous le trouvez. C'est de la VO pas sous-titrée, mais honnêtement, c'est pas d'un niveau d'anglais extraordinaire, donc je veux dire, c'est à la portée normalement d'à peu près n'importe qui, un minimum anglophone de le comprendre, quoi. Donc regardez ces deux films-là et faites la comparaison. Moi, je pense que Courtney Love était beaucoup plus proche de son personnage dans 200 Cigarettes que de son personnage dans Larry Flint. Donc ils prennent le taxi, c'est nos deux amis, qui est un taxi conduit par Dave Chappelle. Dave Chappelle qui est donc chauffeur de taxi et qui exige qu'il n'y ait que des bonnes vibrations dans son taxi. Au sein de son véhicule, il ne veut que des ondes positives. C'est une sorte de bonne âme en fait, le type, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui montent dans son taxi et qui sont déprimés, et ben il fait tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire essentiellement un pouvoir d'oralité. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris Dave Chappelle, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, ce qui fait du one-man show et tout, donc il est capable de raconter des histoires de sorte à captiver l'attention d'un public. Donc dès que quelqu'un rentre dans son taxi et est un peu déprimé, ben, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui remonter le moral, ou en tout cas faire en sorte que la personne reparte plutôt rassérénée de ce voyage en taxi. À la Dave Chappelle, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est pas des bons sentiments dégoulinants mielleux à la con. On est vraiment sur un type qui... comment dirais-je, ce qui rend heureux chez ce personnage-là, c'est que c'est un type qui n'est pas dupe. Donc c'est un type qui, quand on va discuter avec lui, on va avoir l'impression de discuter avec quelqu'un d'intelligent et ça va plutôt faire plaisir. Voilà, donc c'est une sorte un peu d'ange gardien de ce film. Il ouvre le film, il ferme le film, etc. Donc c'est un personnage assez intéressant. Et donc, pourquoi prennent-ils le taxi, nos amis Paul Rudd et Courtney Love? Eh ben, ils veulent aller, en réalité, je crois qu'ils s'appellent Kevin et Lucy, les deux personnages. Ils veulent aller boire un coup dans un bar pour noyer la déprime de Paul Rudd, et Courtney Love essaie de lui remonter le moral. Et si au passage elle arrive à se trouver un type avec qui finir la soirée, ben elle a rien contre non plus. Parce que Paul Rudd, ils sont amis depuis 5 ans au moment du film. Donc évidemment, c'est pas ce type de relation-là qu'ils ont. Ils ont une relation amicale, quoi. Donc elle cherche quelqu'un, un type à séduire, quoi. Et donc ils vont arriver au bar et elle va se prendre de passion pour le barman, qui n'a Dieu que pour les bouteilles de son bar qu'il fait jongler de manière plus ou moins... concluante, on va dire, et donc elle désespère d'attirer son attention. Le barman est joué par Ben Affleck, et en fait il est objet de tous les fantasmes des personnages du film, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un personnage féminin dans le film qui croise sa route, toutes les nanas le voient comme un type mystérieux, et donc elles ont toutes envie de finir la soirée avec lui, quoi. Mais un des éléments du film, c'est qu'il y a une nana qui organise une fête chez elle, une soirée, pour le Nouvel An, où elle a invité à peu près tout le monde, si j'ai bien compris. Et en fait, personne ne vient. Voilà, il est 20h30, il n'y a personne à sa soirée, 21h45, il n'y a toujours personne à sa soirée, etc. Et donc, elle désespère. Elle se dit qu'elle est moche, qu'elle a aucun ami, que personne ne veut venir. Alors, s'il y a une personne à sa soirée, c'est une copine à elle, qui d'ailleurs a une montre sur sa bague. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a une bague à son doigt, et il y a une petite montre, une petite horloge sur cette bague, et du coup c'est comme ça qu'elle voit l'heure défiler et qu'elle dit à son ami, bah là voilà, il est 20h15, ah il y a toujours personne, je comprends pas, et là il est 20h30, et je suis nul, je suis moche, etc. Et même l'ami finit par foutre le camp au bout d'un moment, et elle la laisse toute seule chez elle à déprimer devant Love Story, le film Love Story. D'ailleurs quand elle regarde Love Story, il y a possiblement, alors là c'est une théorie de ma part, peut-être une petite référence à Gigi Allen, qui fait l'objet d'un documentaire de Todd Phillips, le réalisateur des deux Joker 1 et Joker Folie à 2, qui avait réalisé donc un documentaire sur Gigi Allen qui s'appelle Hated, la haine quoi, Hated, et donc il y a un plan assez culte de ce documentaire-là, où on voit Gigi Allen assis sur son lit, avec son bonnet sur la tête, avec ses lunettes de soleil, etc., en train de répéter en boucle I hate you motherfuckers, I hate you motherfuckers, I hate you motherfuckers.
Et donc quand elle est en train de regarder Love Story, on voit donc le film Love Story sur sa télévision, et elle balance donc il y a une scène un peu romantique entre les deux personnages principaux du film Love Story, et elle balance son soda sur la télévision en disant Hate you motherfuckers. Et donc je me demande si c'est pas une référence à Gigi Allen, sachant qu'on est dans un film grunge, un film avec une culture punk rock. Je me dis, c'est pas impossible. En plus, le film se passe à New York, et Gigi Allen est un punk rocker américain, donc possible, voilà, c'est une théorie. Et donc voilà, elle est toute seule, elle déprime, etc. Et tout. Donc, à ce bar, retour au bar de notre ami Ben Affleck, il y a deux nanas un peu séductrices, deux espèces de succubes comme ça, qui sont copines, et qui ont cette particularité de ne pas réussir à se mettre d'accord quand elles convoitent un type sur laquelle des deux aura ce type-là. Donc finalement c'est des amis, mais à chaque fois l'une finit toujours par se rendre compte que l'autre lui dame le pion, c'est toujours un peu compliqué quoi. Et donc évidemment les deux fantasment sur Ben Affleck. Il y en a une qui largue son mec. C'est un personnage pareil un peu étonnant. Il a une espèce d'accent anglais, mais alors coupé au couteau, c'est même plus qu'un accent anglais, c'est un espèce d'accent écossais, enfin c'est accent très bizarre. Et c'est une sorte d'artiste contemporain qui peint des vagins abstraits en fait sur des toiles que d'aucuns confondent volontiers avec des fleurs. Et voilà, c'est des espèces de chattes géantes sur des grandes toiles comme ça, abstraites. Et donc, il se trouve que ce type-là est le pire coup de New York et peut-être même des États-Unis tout entier. À chaque fois qu'il couche avec une nana, la nana vit même pas comme une déception, mais comme une évidence, quoi. Le fait que c'est un coup terrible, en fait, ce type-là ne sait pas baiser. Enfin voilà, c'est une particularité qu'il a. Et dont d'ailleurs, il va prendre conscience au milieu du film et ça va l'anéantir. Enfin, pour le moment, il n'est pas encore au courant de cette particularité. Et donc cette fille veut le larguer. Et avant même qu'elle puisse dire à sa copine que le type est un mauvais coup, sa copine est déjà en train d'essayer de lui refiler son numéro de téléphone sur une boîte d'allumettes, quoi. Donc on est sur ce genre de relation un peu bizarre entre ces deux nanas qui sont copines, mais en même temps concurrentes, quoi, sur le marché de la drague. Et donc finalement ce type-là se fait larguer, et en fait il se trouve que l'organisatrice de la soirée qui déprime est une ex également à lui, qui est aussi d'accord pour dire que c'était le pire coup de sa vie, quoi. C'est le pire coup de la vie de toutes les nanas avec qui il couche. Et donc comme il est déprimé parce qu'il vient de se faire larguer par cette succube dont il ne comprend pas, parce qu'évidemment elle lui a pas dit pour quelle raison elle le larguait, et ben il retourne chez son ex, qui déprime de voir personne arriver à sa soirée et qui a l'impression qu'enfin il y a un invité qui arrive. Et en fait non, c'est son ex qui vient pour essayer de trouver un peu de réconfort et essayer de comprendre pourquoi il s'est fait larguer, quoi, tout simplement. C'est comme ça qu'il va l'apprendre d'ailleurs, c'est qu'elle va finir par lui dire. Elle va finir par lui dire pour garder au moins un invité dans cette soirée, parce que lui il va lui faire du chantage en disant soit tu me dis pourquoi tu m'as largué, ou soit je me tire. Non reste, je vais te dire. Vas-y dis-moi. Ouais mais c'est compliqué, je me tire alors. Non reste, je te le dis. T'es juste le plus mauvais coup que j'ai eu de ma vie. Et donc voilà, le type est anéanti, et il sait pas comment faire, et il essaie de se rattraper, il essaie de trouver une fille avec qui ça peut coller, etc. Tout ça crée un ensemble de quiproquos assez génial, quoi. Parallèlement à ça, on suit aussi l'itinéraire de deux toutes jeunes filles à peine majeures, qui ont 19 ans en tout cas. L'une des deux est jouée par Christina Ricci, et Christina Ricci a 19 ans au moment du film. Et justement, je crois que la majorité aux États-Unis est à 21 ans, donc quand on a 19 ans, on peut pas encore boire de l'alcool. Et donc tout l'enjeu de ces nanas-là, c'est déjà de trouver un plan pour passer une bonne soirée, partir à l'aventure, se dévergonder un peu, découvrir la vie, voire éventuellement rentrer dans un endroit où elles pourront picoler un peu, quoi. Christina Ricci a fait croire à sa copine qu'elle avait un plan qui était d'aller voir un groupe en concert, et comme elles sont copines avec le groupe, accéder aux coulisses et puis finalement passer la soirée avec le groupe, quoi. Bon, la copine est toute excitée, etc. Plus le film avance, plus on va se rendre compte que en fait, ce plan-là était un peu foireux et qu'il était même inventé de toutes pièces et qu'en fait il n'y avait pas de groupe.
Et Christina Ricci voulait juste partir à l'aventure avec sa copine en disant bon bah on va dans les rues de New York et puis on verra bien ce qui se passera. Genre tout le film se passe dans des quartiers un peu malfamés de New York, c'est un peu la misère quoi. Et donc elles atterrissent un peu par hasard dans une boîte punk, avec un concert de punk, et elles ont l'air d'intéresser les roadies du groupe, les deux roadies du groupe, dont l'un est joué par Casey Affleck. Et donc Christina Ricci dit à sa copine, bah tu vois, finalement on se retrouve embarqué dans un plan qui est pas si éloigné du plan de départ que je t'avais vendu quoi. C'est-à-dire que au lieu de finir la soirée avec les membres d'un groupe de rock, et ben on va finir la soirée avec les roadies d'un groupe de rock. Bon, on s'en fout, on va quand même accéder aux coulisses, c'est ça qui est c'est ça le principal quoi. Et au fil de la soirée, on va se rendre compte que les punk rockers en question, la Casey Affleck et son copain, sont pas si destroy que ça, parce qu'en plus Casey Affleck dans le film, il a vraiment un look à la Sid Vicious quoi. Et on va se rendre compte que finalement ils sont pas si destroy que ça et qu'ils ont un fond, une âme un peu plus romantique que prévu. Et d'ailleurs en parlant de romantisme, ça nous amène au dernier duo, au dernier couple disons qu'on va suivre dans le film, qui est composé d'une jeune fille un peu timide, un peu maladroite. C'est Pierre Richard au féminin quoi. La nana elle peut pas faire un pas sans se prendre les pieds dans un tapis ou sans bousculer quelqu'un qui tenait des plats dans la main et tout se renverse, etc. Elle finit même par glisser par terre au beau milieu de la route et s'empaler sur une merde de chien qui va rester collée derrière sa veste jusqu'à la fin du film. Une nana, c'est une catastrophe ambulante, mais elle est un peu timide. On apprend dans le film qu'elle s'est faite dépuceler la veille par le type qui l'accompagne et qui lui est frappé d'une malédiction en fait. C'est que toutes les filles avec qui il passe la nuit se réveillent le lendemain folles amoureuses de lui. Et en fait, il trouve ça insupportable parce que lui, bon, il est pas spécialement attaché, il est pas plus attaché que ça quoi. Il veut juste passer la nuit avec des filles et puis voilà, s'amuser un peu. Et en fait, à chaque fois qu'il le fait, le lendemain, la nana veut lui présenter ses parents, veut qu'ils partent en vacances ensemble, veut qu'ils emménagent, etc. Et lui, ça le gonfle. Donc c'est cette espèce de truc, de malédiction qui le poursuit. Et il se trouve que 48 heures avant, je crois, il a dépucelé cette nana. Et il était même pas au courant qu'elle était encore vierge, quoi. Pour lui, il avait juste couché avec une fille. Et donc, comment il va se dépêtrer de cette histoire, sachant les deux vont manger dans un espèce de restaurant, de spécialité un peu sud-asiatique, type indo-pakistanaise, comme ça, c'est un peu bizarre. On sait pas trop, donc restaurant qui va être évidemment accidentellement saccagé totalement par la nana. Et donc en fait l'idée de ce film c'est que tous ces personnages-là vont suivre un peu leur chemin et vont être amenés à finir à cette soirée, cette fameuse soirée où au départ il n'y avait personne et où à je sais pas minuit moins le quart quoi, tout le monde va se pointer tout d'un coup. Alors c'est pas tellement un spoil là que je viens de faire, puisque c'est pas du tout l'intérêt du film. L'intérêt du film ne réside pas là-dedans. L'intérêt du film c'est vraiment de voir ces personnages vivre, de les voir évoluer dans des décors, dans des lieux qui ont une caractérisation qui sont assez incroyables. Dans les lieux du film on peut citer, on a le taxi de Dave Chappelle. Alors le taxi a une boule à facettes, il y a une boule à facettes dans le taxi. En fait, le type roule et c'est comme s'il promenait une espèce de boîte disco avec lui tout le temps. Il a une boule à facettes accrochée dans son taxi qui reflète les lumières, donc ça crée une espèce d'ambiance comme ça avec donc il y a des espèces de sièges un peu en velours comme ça. Il y a une espèce de taxi un peu garçonnière, quoi, un peu bizarre. On a le bar de Ben Affleck qui est justement un petit bar. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à New York. Et en fait, rien n'est grandiose. New York est une ville quand même assez grandiose. Dans le premier numéro de la séquence de l'énergumène, je parlais de Maman j'ai raté l'avion. Dans Maman j'ai raté l'avion 2, il va à New York. Alors là, pour le coup, elle est vraiment filmée de haut à Manhattan, etc. Là, c'est l'inverse. Dans 200 Cigarettes, on a vraiment le New York des bas-fonds, le New York crasseux, quoi, le New York des pull-à-pis, quoi. Donc c'est assez intéressant, on a vraiment un bar à la con, quoi. Quand le bar ouvert à Nouvel An où il y a que des paumés qui viennent passer leur soirée là. On a l'appartement de l'organisatrice de la soirée qui est complètement décoré, alors elle a encore son sapin de Noël évidemment, et puis c'est complètement décoré avec des lumières, etc. La décoration est complètement farfelue parce que la nana a l'air déjà d'être un peu comme ça naturellement, et puis elle en a rajouté sur le côté un peu délirant parce qu'elle veut faire une fête de fofolle pour Nouvel An. Et on
a un diner ouvert 24 heures sur 24, où à un moment donné, Paul Rudd et Courtney Love vont trouver refuge au fil de la soirée, et dans les toilettes duquel il va se passer certaines choses, n'est-ce pas ? Et donc pareil, ce diner, il y a une espèce d'ambiance de diner ouvert à Nouvel An, quoi, ouvert le 31 décembre. Donc on a ce restaurant de spécialité sud-asiatique où pareil la déco est complètement lunaire, et on a les différentes boîtes punk où Christina Ricci, son ami Casey Affleck et son ami à lui vont évoluer au fil du film. Et donc voilà, moi je trouve que la caractérisation des décors de ce film est absolument incroyable. Je trouve que la soundtrack de ce film est absolument incroyable. On a toutes les grandes musiques du début des années 80, on a du Queen, etc., mais pas uniquement. Le film est assez fou parce que pour moi c'est un film d'excellente facture, et je trouve assez dingue qu'il soit pas plus connu que ça. Donc voilà, cette vidéo aussi, ce numéro-ci était assez différent du premier où j'avais fait une analyse très séquencée de Maman j'ai raté l'avion et très organisée. Et là, finalement on est dans un film un peu plus bordélique, donc j'ai fait une vidéo un peu plus bordélique. Et puis ma foi, ça aurait été mon hommage de dernière minute, on va dire, à l'année 1999, qui encore une fois est une année que je trouve fascinante, en ce sens que à la fois, cinématographiquement, il y a eu tous les chefs-d'œuvre que j'ai cités, et puis à la fois, c'était quand même une année qui marquait la fin à la fois d'une année, à la fois d'un siècle et à la fois d'un millénaire, ce qui n'arrive pas tous les jours, c'est le cas de le dire, ça arrive une fois tous les 1000 ans. Et là en plus c'est arrivé dans des conditions particulières qui je pense ne se reproduiront plus dans l'histoire de l'humanité. La révolution industrielle, on va dire, avait atteint le niveau pile qu'il fallait pour rendre l'événement intéressant, mais sans non plus que ce soit trop et qu'on soit totalement envahi par les robots, ce qui est de plus en plus en train d'arriver avec l'IA. Donc les conditions réunies étaient optimales pour que ce passage-ci d'un millénaire à l'autre se passe dans ces conditions-ci et pas dans d'autres conditions. Ma foi, même si 200 Cigarettes ne parle pas évidemment du passage de l'année 1999 au passage à l'an 2000, mais du passage de l'année 1981 à l'année 1982, eh bien ça reste un film qui, en termes d'esthétique, en termes de thématique, en termes de la façon dont les personnages ont de communiquer entre eux, est quand même, mine de rien, marqué par, je trouve, en tout cas par cette époque et par cette année si particulière. Je vérifie un truc de dernière minute. Est-ce que dans la liste que j'ai faite, je n'ai pas également oublié Stigmata comme film de 99. Eh ben si, il y a également Stigmata en 1999, qui est un film avec Patricia Arquette, qui fait très Courtney Love d'ailleurs physiquement. Patricia Arquette, j'avais un ami qui m'avait fait remarquer ça une fois, et je trouve que c'était assez juste. Et Stigmata, qui est un film qui est pas incroyable, mais pour lequel, sans que j'arrive tellement à m'expliquer pourquoi, j'ai plutôt de la sympathie en fait. J'aime bien regarder. Stigmata fait partie de des petites friandises comme ça, que j'aime bien revoir à échéance régulière, et dans lequel je trouve toujours mon compte. Je trouve que c'est un exercice de style esthétique assez intéressant. J'aime bien pareil, je m'intéresse beaucoup à la caractérisation des lieux dans les films en ce moment, des appartements notamment. On a des films comme Candyman ou comme L'échelle de Jacob. Je trouve que la caractérisation des appartements dans ces films-là est très intéressante. Et Stigmata, c'est un peu ça aussi. Je trouve que la caractérisation de l'appartement de la nana, avec cette espèce de grande pièce dans laquelle la baignoire est un élément central. C'est quand même très étonnant ce truc-là. Et tout d'un coup, au centre de la pièce, on a une baignoire qui a l'air reliée à rien, dans laquelle elle prend ses bains. Enfin, c'est... Voilà, je trouve ça intéressant. Donc, j'avais pas prévu de finir cette vidéo sur Stigmata, mais ça vient de me revenir, effectivement. Stigmata est aussi un film de 1999. Mais restons sur le sujet qui nous a occupés, à savoir 200 Cigarettes, qui est un film de Risa Bramon Garcia, son premier film, et qui est une franche réussite selon moi, qui est un film que je vous encourage à regarder. J'espère que ce que je vous en ai raconté vous aura donné un tout petit peu envie de le voir, ou beaucoup envie de le voir. En tout cas,
Il est disponible sur YouTube. Foncez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer un bon Nouvel An. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire pour Nouvel An, eh ben vous pouvez toujours regarder 200 Cigarettes. Ce sera de circonstance. Et puis, ma foi, tâchez de toujours garder haut les cœurs, sursum corda. Sursum corda!